Bonjour à tous. Donc, on est là pour le webinaire sur les actualités juridiques de l'année. Alors, on a mis des 6 derniers mois, mais on va parler à peu près de l'année 2024. Donc, je suis Colomban de la Monneraie, le président de la société Agrumes, avocat en droit du travail. Je suis avec Cécile Cluzy, responsable du pôle juridique social d'Agrumes. pour donc un petit mot juste sur Agrumes pour puis vous expliquer notre démarche. Pourquoi ce webinaire sur l'actualité juridique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Agrumes, c'est un logiciel de gestion des ressources humaines qui permet sous l'angle du droit du travail de sortir un certain nombre d'actes, contrats de travail, gestion de tout ce qui est période d'essai, avenant, rupture, etc. Avec la particularité de contrôler tout ce qui est fait par l'utilisateur au regard de la norme applicable. Donc on va contrôler par rapport à la loi, mais surtout par rapport à la convention collective. Aujourd'hui, on en a plus de 400. On est en train de développer en plus des synthèses de conventions collectives pour aider nos utilisateurs à trouver la norme dont ils ont besoin le plus rapidement possible. Et tout ça génère un besoin de veille juridique et de mise à jour assez important. À peu près, on a une dizaine de personnes à peu près qui travaillent quotidiennement sur ces questions-là. Ces mises à jour nous permettent d'avoir une vision à 360 sur le droit du travail, un petit peu au-delà, notamment en matière de paye. Et c'est ce qu'on a voulu retraduire, retranscrire dans ce webinaire, faire partager tout ce savoir en fait qu'on accumule au fil de l'eau. Sachant que à partir du mois de février, pour nos clients, on enverra de manière mensuelle, en début de chaque mois, un mail sur la veille, donc tout le travail qu'on fait en résumé, à la fois sur le droit général, enfin droit du travail, hein, toujours, droit général, et avec une personnalisation qui sera faite sur les conventions collectives. Donc, vous pourrez sélectionner les conventions collectives qui vous intéressent. Voilà, pour la présentation, on va pouvoir attaquer directement. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau. Nous avons deux juristes qui vont essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. Et s'il nous reste un peu de temps à la fin de notre exposé, on reprendra les questions, les principales questions. Alors, j'ai mis le document. Ah oui, d'ailleurs, c'est second semestre. Oui, bon, Voilà. on a un peu débordé dans la préparation, mais on est remonté en arrière. Oui, alors pourquoi on est remonté en arrière? Parce que l'actualité a été relativement pauvre ces derniers mois, du fait du contexte gouvernemental que vous connaissez. Si on part 6 mois en arrière et même 12 mois en arrière, on a très peu de lois ou de textes, même réglementaires, en matière de droit du travail qui nous intéressent réellement. En fait, si l'actualité est relativement riche, elle est due surtout à la jurisprudence de la Cour de cassation. Même pour les quelques lois dont on parlera, soit c'est des lois qui ont été poussées par des jurisprudences, je pense à la loi donc sur l'acquisition des congés pendant les périodes de maladie, ou alors c'est des lois soit relativement politiques ou qui sont sans effet vraiment pratique. Donc on les détaillera parce que ça a pu soulever quand même un certain questionnement et des débats au moment de leur sortie. Mais on voit que dans les faits, pour les employeurs, il n'y a aucun effet, ou quasiment aucun effet pratique. On a quand même mis des données chiffrées, hein, c'est ce qu'on fait en début d'année. Il y a quand même un certain nombre de textes qui sont mis à jour, enfin de données qui sont mis à jour, on va dire, en janvier 2025. On ne va pas tous les détailler, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On vous les a mis dans la présentation pour que vous puissiez les retrouver une fois que vous aurez le support. Mais voilà, le but, c'est surtout de parler des gros mécanismes. Alors, le SMIC qui a été mis à jour. Sachant quand même qu'on attend encore la loi de financement de sécurité sociale. Hein. Pour l'instant, elle n'a pas été votée. Ils ont fait une tentative et ça repartit en arrière. Donc le SMIC, il y a deux chiffres qui ont changé. C'est le SMIC au 1er novembre 2024, il n'a pas été réévalué au 1er janvier 2025, et le plafond de la sécurité sociale, le plafond annuel, mensuel, horaire.
Et de là, un certain nombre de textes qui sont, enfin de textes, de chiffres qui sont indexés à ces deux éléments-là vont mécaniquement bouger. Ici, on a le mensuel brut, on a l'horaire brut. La gratification des stagiaires qui est liée au plafond horaire de sécurité sociale. Alors, on les a pas mis, mais évidemment, le salaire minimum pour les 17 ans, enfin 17 ans et 16 ans, comme ça, ils sont exprimés en pourcentage par rapport au SMIC, ils ont également été modifiés. On a les allocations activité partielle, allocations activité partielle longue durée, qui pareil sont exprimées par rapport à un pourcentage au SMIC, qui fatalement ont été, mécaniquement modifiés. Les plafonds de sécurité sociale dont on parlait. Un certain nombre de cotisations diverses. Alors on a eu des décisions lorsque ça dépend d'organismes qui ne sont pas l'État, enfin qui ne sont pas en tout cas au niveau gouvernemental ou qui dépendent de la loi de financement de la sécurité sociale ou du budget. Les AGS qui ont maintenu leur taux à 0,25, le pass Navigo qui a été augmenté de 2,40 € par mois, la cotisation spécifique maladie Alsace-Moselle qui ne bouge pas. On va peut-être pas tous les faire dans le détail parce qu'il y a des choses plus intéressantes à parler. Les limites d'exonération des frais professionnels, ouais, c'est quand même important. Donc, à la baisse, hein, quasiment. Pour tout, la prime carburant qui a été réduite de 400 à 300, la prime de recharge électrique qui a été réduite de 800, je crois, si je prends mes lettres, oui. À 600. Le plafond, c'est le seul qui monte, donc qui était à 800, ça monte à 900. Donc là, pour le coup, on peut cumuler prime carburant et prime de recharge électrique intégralement, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, après, je vous laisserai lire, là, j'ai rien de spécial à préciser, si ce n'est quand même que pour la participation des employeurs sur les titres restaurants, donc qui a été réévalué à 7,26 €. Les titres restaurants, à un moment donné, on avait craint qu'ils ne puissent plus être utilisés pour l'acquisition de ressources consommables non immédiates, donc les courses alimentaires hors sandwich, repas du midi. Ça a finalement été prorogé dans une loi qui est passée hier, hein, je crois, c'est très très récent. Autre chiffre donc, qui est lié à quoi celui-là? Au pass. Le bon d'achat attribué par le CSE qui monte mécaniquement à 196 €. Les pourboires qui faisaient l'objet d'une exonération depuis 2022, qui était une exonération temporaire qui prenait fin, enfin qui a pris fin au 31 décembre 2024. Comme on n'a pas eu de budget, ça n'a pas été prorogé. On s'attend quand même à une prorogation, mais lorsqu'on pourra avoir des textes. Et la PPV, dont le régime, pour le moment, qui reste inchangé jusqu'au 1er janvier 2026. Voilà. C'était vraiment pour balayer, hein, pour remettre les chiffres 2025. Rien d'extraordinaire, hein. Pas notable à préciser. Peut-être un petit mot sur les congés payés. Alors, vous savez que l'année 2024 a quand même été marquée par l'adoption de la loi sur les congés payés, qui n'a en fait que consacrer la jurisprudence de septembre 2023. Donc simplement, pour rappel, l'acquisition des congés payés en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle n'est plus limitée à une année d'absence. On peut encore continuer à acquérir des congés payés pour une absence au-delà d'un an. Et pour les arrêts d'origine non professionnelle, donc c'est là qu'il y a une nouveauté, sauf disposition plus favorable de la convention collective, un salarié acquiert 2 jours de congés payés par mois dans la limite de 24 jours par an. Donc cette loi donc a apporté un certain nombre d'interrogations. Les applications encore maintenant, en tout cas en jurisprudence, on a peu d'avancées. On a juste une décision récente qui a pas grand intérêt, mais qui précise que pour les accidents du travail et maladies professionnelles antérieures à la publication de la loi, on n'applique pas la limite d'un an qui était applicable donc avant la publication de la loi. On applique bien les nouvelles dispositions.
Après, Colomban, tu as peut-être des précisions pratiques de nos Ouais, clients. alors c'est forcément une fenêtre assez limitée, hein, mais on peut faire quand même un état de ce qu'ont fait nos clients. Grosso modo, toutes les grosses entreprises ont mis en place des dispositifs pour tenir compte de l'acquisition des jours de congé pendant les périodes de maladie, donc en tout cas pour le futur. Pour le passé, pour la quasi-totalité, elles sont plutôt en réaction par rapport aux demandes qu'ils peuvent avoir, mais il y a quand même une volonté d'éviter de créer des précédents. Dans les petites structures, par contre, c'est quasiment le néant. En principe, ça devrait venir des logiciels de paye qui devraient inclure automatiquement l'acquisition des jours de congé dans le calcul, dans les décomptes. Pour le moment, à notre connaissance, ça n'a pas encore été intégré dans les logiciels. On attend. Alors après, on a quand même beaucoup parlé des congés payés. On va Oui, peut-être on a, passer sur autre chose. on a déjà consacré plusieurs webinaires aux congés payés et pour l'instant, on n'a pas d'évolution jurisprudentielle qui justifie qu'on s'y attarde un peu plus. Donc ensuite, on voulait revenir sur une question qui est l'épargne salariale, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de nouveautés en fait qui ont été initiées l'année dernière, enfin l'année 2024, et on a eu des précisions qui ont été apportées par l'administration dans différentes questions-réponses. On a une première obligation qui concerne les petites entreprises de 11 à 50 salariés. En fait, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation, ça pourrait être le cas d'une petite entreprise qui appartient à une US qui, elle, est à plus de 50. Donc, dans ces cas-là, elle n'est pas soumise à cette obligation-là parce qu'elle est soumise aux obligations liées à l'effectif de l'UES. Donc, on parle bien d'une entreprise de moins de 50. Si elle a un bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs, donc pendant les 3 exercices précédents le 1er janvier 2025, dans ces cas-là, il faut mettre un dispositif de partage de la valeur dans l'entreprise. Alors, on peut mettre en place soit un accord de participation, soit un accord d'intéressement, soit un abondement à un PE, soit une prime de partage de la valeur. Ces dispositifs-là peuvent être mis en place par une décision unilatérale de l'employeur. Donc, en fait, c'est un dispositif expérimental. Cette obligation, elle existe depuis le 1er janvier 2025. Donc, il est important de se mettre en ordre de marche si ça n'a pas encore été fait. Et cette expérimentation, elle se terminera normalement le 29 novembre 2008. Par contre, ce qui est un peu incohérent, c'est que pour l'exercice 2028, il faudra prendre en considération que l'exercice devra être plus court parce qu'après novembre 2028, ces dispositions ne seront plus applicables. Donc, c'est un peu curieux. Je pense qu'il y aura a priori une modification là-dessus. Ensuite, oui, on voulait revenir sur le calcul de l'effectif de 11 salariés, puisqu'en fait, c'est le seuil de l'application de cette obligation. Donc, on va prendre l'effectif salarié annuel de l'entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes au cours des 12 mois précédents. Je vois qu'il y a plein de questions. J'espère qu'on pourra revenir dessus. Ensuite, on va revenir sur les obligations donc dans les entreprises de 50 salariés et plus. En fait, c'est une nouvelle obligation de négocier sur la définition qui serait la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal dans ces entreprises qui pourrait déclencher en fait une obligation de mettre en place un système de partage de la valeur complémentaire. Donc, les entreprises doivent négocier sur cette définition-là. Il y a des critères légaux qui sont définis. On peut aussi définir d'autres critères avec les partenaires sociaux. Donc,
on doit définir cette augmentation qui déclencherait des systèmes de partage de valeur. Et normalement, on doit aussi négocier sur les systèmes de partage de valeur qui seraient mis en place. Mais il est admis et il a été précisé par l'administration que la négociation peut porter dans un premier temps sur la définition et de l'augmentation exceptionnelle qui entraînerait un système de partage de valeur à mettre en place. Et à l'occasion de ce dépassement, là, on pourrait négocier sur le partage de la valeur, le système de partage de valeur qui serait mis en place à cette occasion-là. Donc, on peut avoir une négociation en deux temps, et donc il faut procéder à cette négociation. Bon, on est dispensé dans certains cas, mais vous le verrez dans notre support qu'on vous communiquera après. Donc, à quel moment cette négociation a lieu? Bon, bah, bien évidemment, c'est au moment où on négocie l'accord de participation ou d'intéressement sur la période à venir. Donc, normalement, d'ailleurs, pour 2024, on aurait dû négocier avant le 1er juillet 2024. On aurait dû. Voilà. Mais ça concerne de toute façon les entreprises de plus de 50 en 2025. Donc, il faut veiller à cette négociation-là. Et pour les entreprises non soumises à cette obligation? Alors, maintenant, c'est pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation. En fait, on prévoit la possibilité de mettre en place un accord de participation, un système de participation, mais avec une formule de calcul qui serait moins favorable que la formule de calcul légale. Habituellement, quand on ne s'inscrit pas dans le dispositif légal, on nous demande une formule plus favorable. Et là, on va pouvoir, parce qu'on se soumet de manière volontaire à une obligation à un système légal, volontairement, on peut choisir une disposition moins favorable. Après, la question, c'est comment on le met en place. Alors, on a des accords de branche qui prévoient, si vous voulez, des accords de participation dans ces cas-là. Et donc, au niveau de l'entreprise, il est possible d'adopter cet accord ou d'adhérer à cet accord, soit par la conclusion d'un accord collectif, soit par une décision unilatérale qui nous permet d'adhérer à l'accord de branche. Il est aussi possible, éventuellement s'il n'y a pas d'accord de branche prévoyant un tel accord, de conclure un accord d'entreprise qui permettrait de mettre en place un système de participation moins favorable que la disposition légale. Donc, sur la mise en place d'avances? Alors, les avances sur intéressement et participation, alors c'est un système que beaucoup d'employeurs voulaient mettre en place. Ça a été toléré à un moment, mais là, c'est complètement validé par la loi depuis l'année dernière. Et l'administration a apporté donc des précisions dans son question-réponse, notamment sur les informations qui doivent être données aux salariés sur ces avances. L'accord d'intéressement ou l'accord de participation doit prévoir les modalités de recueil de l'accord, doit prévoir la possibilité de reversement intégral du trop perçu, mais attention, si le salarié au titre des avances a un trop perçu et qu'il a affecté ses avances sur un PEE, il n'est pas possible de récupérer ce trop perçu. Donc, il y a un petit bémol sur ces avances. Bien anticipé. Voilà. Ça a l'air de rien, c'est quand même un intérêt assez, on va dire, pratique. Le premier problème de l'intéressement, c'est que le paiement est complètement décalé par rapport à la période de travail. Vous le versez au mois de juin sur des gens qui sont peut-être partis au mois de mars, au mois de février, et sur une période de travail qui est déjà plus dans l'esprit de vos collaborateurs. Donc, prévoir des avances payées à la fin de l'année au moment de décembre, c'est loin d'être idiot, en fait. Oui.
Donc ensuite, on a un système d'information, donc c'est sur le slide suivant. On doit informer à 2 temps le salarié. Donc c'est une information qui doit être individuelle pour l'informer au moment où l'informer qu'il a possibilité de recevoir des avances sur intéressement ou sur participation, et qu'il a un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour accepter de recevoir pour accepter de recevoir des avances. Sans accord du salarié, aucune avance ne sera versée. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a une autre information qui doit être donnée, c'est au moment du versement de l'avance, il va falloir faire une fiche récapitulative du montant qui est accordé au salarié, qui sera annexé au bulletin de paie. Donc ça, ce sont des dispositions légales supplétives qui sont applicables à toute entreprise dès lors qu'il n'y a pas de dispositions prévues sur ces modalités d'information dans les accords collectifs d'intéressement et participation. Donc, ce qui veut dire que il est possible de ne pas modifier sur ce point les accords d'intéressement et de participation sous réserve d'appliquer les dispositions légales. Ça permet quand même d'éviter un certain formalisme lourd. Ensuite, les avances, on peut les verser en une fois, mais on peut aussi en verser plusieurs fois dans l'année. Toutefois, l'administration est venue préciser qu'on peut verser une avance qu'une fois par trimestre. On ne peut pas en verser plus. Et quand plusieurs avances sont prévues dans l'année, dans ces cas-là, la question s'est posée, mais est-ce que l'accord du salarié vaut pour toutes les avances ou est-ce que ça vaut pour la première avance? Donc, en fait, ce que nous précise l'administration, c'est qu'au moment de l'information initiale, il est possible de demander un accord de principe du salarié pour percevoir une avance chaque trimestre, par exemple, et de lui indiquer qu'il est possible pour lui de revenir sur cet accord de principe à au moment de chaque versement d'avance. Voilà. Donc, c'est une souplesse accordée par rapport à la loi initialement prévue. Ouais, je viens de tout dire. Si vous avez raté quelque chose, il suffit de regarder dans le support. Il vous sera distribué pour ceux qui ont posé la question. Je n'ai pas vu la réponse. Et donc, on a déjà parlé avant de la récupération du trop perçu. Oui, il est possible de récupérer le trop perçu, mais attention, si l'avance a déjà été affectée sur le PEE, on ne pourra pas récupérer. Donc là, je voulais simplement vous alerter qu'il y a des fiches pratiques qui existent et qui ont été mises à jour le 31 décembre dernier par le gouvernement, aussi bien sur l'intéressement que sur la participation. Donc, ça peut vous servir de bonne base de départ pour travailler. Alors, là encore, on a des nouveaux cas de déblocage du PEA. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez que les 3 cas, donc c'est en cas de travaux de rénovation énergétique, en cas d'aide de proches aidants et en cas d'achat d'un véhicule propre. Donc on voit vraiment les préoccupations actuelles, donc environnementales, et des aides qui peuvent être apportées à un salarié qui aide un proche. Il faut savoir que le déblocage, ils doivent être demandés au moment, dans les 6 mois de l'achat du véhicule et dans les 6 mois des travaux, alors que pour l'aide d'un salarié apportée à un de ses proches, ce déblocage peut être demandé à tout moment. Bon, il y a des pièces justificatives, etc. C'est bon, merci beaucoup. La prime de partage de valeur, je peux intervenir. Bon, la prime de partage de valeur, il n'y a pas de modification du régime fiscal et social. Et donc, oui, je corrige quelque chose, c'est bien jusqu'au 31 décembre 2026 et pas 1er janvier 2026. On n'a pas de note, donc on parle voilà. relativement vite. Donc, excusez-nous, il peut avoir
des petites imprécisions. Ensuite, il y a possibilité d'affecter la prime de partage de valeur sur un PE. Voilà, donc ça, c'était une innovation de l'année dernière. Ok, actualités diverses, c'est encore ton sujet. Extension de la tolérance administrative pour la fourniture de produits et services aux salariés. Alors, c'est une question qui nous est souvent demandée, posée par nos clients, à savoir, je veux faire bénéficier mes salariés davantage en leur donnant des produits. Alors, il y a une tolérance administrative. Si les produits sont fabriqués par l'entreprise, oui, il est possible de leur faire bénéficier d'une réduction dans la limite de 30% du prix. Et se poser la question, par exemple, pour les entreprises qui achètent et revendent. Dans ces cas-là, la tolérance administrative ne s'appliquait pas. Et là, en fait, il y a eu une mise à jour du BOSS qui date du 25 septembre 2024 qui étend en fait cette tolérance aux achats-reventes en fait par l'employeur. Et donc, aux produits achetés à des fournisseurs, on peut faire bénéficier de réductions de prix à nos salariés. Bon, attention tout de même, parce que la Cour de cassation ne suit pas forcément la tolérance administrative pour l'instant. Déjà pour les produits fabriqués. Donc, la vigilance est de mise. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Rappel de l'obligation de communication des informations aux salariés lors de l'embauche. Donc ça, il y a une partie de nos clients qui avait été un peu bousculée par cette loi qui a mis beaucoup de temps à être précisée. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement un texte de loi qui a été pris sur une très vieille directive communautaire qui n'avait pas été transposée et qui visait à obliger l'employeur à donner un certain nombre d'informations aux salariés lors de son embauche. Ça va du lieu de travail à la rémunération, à la durée du travail, enfin des trucs basiques que normalement vous avez dans votre contrat. Mais il faut savoir que dans les précisions qui a eu lieu ensuite, on s'est retrouvé avec quelques informations que vous ne trouverez pas dans vos contrats. Par exemple, le taux de majoration des heures supplémentaires. Ou alors les plans de formation qui sont mis en place dans l'entreprise. Pas besoin forcément de bouleverser toute votre documentation en interne. Faut savoir que c'est une loi sur laquelle il n'y a pas de sanction. Vous avez vraiment l'obligation de le faire uniquement à partir du moment où le salarié vous le demande. Donc dans les faits, il y a peu d'impact pratique. Alors, sur Agrume, on a mis à jour un maximum de choses, mais il y a quand même des informations qui sont de toute façon collectives et qui doivent, donc pour les entreprises un peu plus grosses, relever d'une documentation qui va être mise avec la convention collective, le règlement intérieur, les accords d'entreprise, donc le plan de formation par exemple, etc. Donc finalement, j'ai envie de dire beaucoup de bruit pour rien. Le refus d'un CDI après un CDD. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est cette loi? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis je ne sais plus quelle date, les employeurs qui proposent un CDI à leurs salariés qui est en CDD doivent le faire dans un délai, enfin laisser un délai raisonnable aux salariés pour se prononcer, de manière ensuite, en cas de refus, à pouvoir avertir France Travail de ce refus. Et au bout du bout, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à sanctionner le salarié en CDD qui a refusé 2 CDI pour, grosso modo, lui sucrer ses allocations chômage. Donc c'était très politique comme mesure, faut être clair. C'est quasi inapplicable. Pourquoi? Alors déjà, il faut que ce soit le même poste ou un poste similaire, même rémunération, même conditions de travail. Ce qui est normalement le cas entre la première proposition du CDD, du CDI après le premier CDD, très probablement, ça ne sera pas le même refus dans le cadre d'un deuxième CDD avec un deuxième employé. Le deuxième point, c'est qu'il faut que les 2 refus aient lieu dans un délai de 12 mois, donc ce qui est déjà restreint un peu le périmètre. Et surtout, ce que vous devez retenir en tant qu'employeur, c'est que, là encore, il n'y a aucune sanction. L'employeur n'a aucun intérêt
à dénoncer, on pourrait dire ça, son salarié auprès de France Travail. C'est une formalité qui vous rapporte rien. Voilà, on se demande à quoi ça sert. Enfin, très franchement, j'ai essayé de chercher des chiffres sur le nombre de refus d'allocation chômage à la suite de cette mesure. Je n'en ai pas trouvé. Alors, par contre, on a été très surpris sur Agrum parce qu'on on a développé une procédure pour voir qui s'en servait. Il y avait 8000, hein, je crois, 8000. Bon, voilà. Bah, sachez que ça existe. Pas, pas besoin de s'en faire une préoccupation majeure. Contrat d'apprentissage. Ah oui, alors les contrats d'apprentissage, il y a un décret qui est en cours de, je sais pas si on peut dire négociation, mais en tout cas, c'est un projet de décret. On voit le souci d'économie de notre gouvernement qui prévoit une diminution de l'aide de 6 000 à 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés qui emploieraient un apprenti, et pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, en fait, au début, c'était prévu qu'il n'y ait plus d'aide au 31 décembre 2024. Donc là, ils réintroduiraient une aide, mais de l'ordre de 2 000 euros. Et c'est dans des cas de recours très restrictifs. Donc, on vérifiait bien la publication de ce décret et ces modifications éventuelles qui devraient intervenir dans le mois. Alors, on arrive sur des sujets un peu plus, on va dire, intéressants. L'activité jurisprudentielle, donc surtout la jurisprudence de la Cour de cassation. Et pour le coup, on a eu un nombre de décisions assez important. Il y a des décisions relativement importantes. Alors, une première décision, je vais te laisser là-dessus. Moi qui m'a beaucoup surpris personnellement et qui va m'occasionner pas mal de changements sur Agrum. Vas-y. Alors, en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé la convocation, mais le salarié n'est pas allé chercher son courrier. Donc là, on a une jurisprudence qui nous indique qu'il faut vraiment faire attention à un point, c'est de savoir si le salarié a bien reçu un avis de passage. Donc, il est très important de suivre votre courrier sur le site de la Poste, et peut-être même maintenant attendre l'avis qui vous indique que le courrier a été présenté. Parce que dans une décision donc du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a retenu que la procédure était irrégulière parce que la salariée n'avait pas reçu l'avis de passage de la Poste, et donc elle n'avait jamais eu de première présentation de la convocation à entretien préalable. Donc, méfiez-vous dans vos procédures de licenciement et vérifiez, au-delà du fait que le salarié soit bien allé chercher son courrier, il faut bien vérifier si un avis de passage a été donné par les services de la Poste. Et méfiez-vous de la Poste, hein, sérieusement. Je ne sais pas si on peut dire c'est plus que c'était, mais ils ont allongé leur délai déjà de remise des courriers, qui est passé de 3 à 4 jours. Dans les faits, on le voit surtout avec les élections professionnelles, on envoie énormément de courriers. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas dans ce délai-là, et on peut avoir des délais qui vont de 6 à 7 jours. Alors évidemment, hein, si on est sur Paris, vous avez moins de risques que ça arrive, mais si vous êtes loin des grandes villes, ça peut être le cas. Donc, vérifiez bien la date de réception, et n'oubliez pas que le courrier n'est pas l'unique moyen d'envoyer une lettre de convocation entretien préalable. Vous avez la remise en main propre, mais vous avez également le mail. Il suffit que votre salarié réponde à votre mail pour que vous puissiez démontrer la réception. Donc ça peut être, alors évidemment, il va pas vous faire plaisir en répondant à votre mail, mais vous pouvez par exemple essayer d'engager un dialogue sur la date de convocation ou l'heure. À partir du moment où vous avez une réponse, c'est bon. Il faut arrêter de bouger avec cette table. Non, c'est moi. Faire contrepoids. Non, mais c'était ça. Oui, c'est ça. Donc la suite. Est-ce qu'un employeur peut justifier le licenciement d'un salarié par le fait qu'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail aide un ami pendant cet arrêt? Bon, c'est un peu ambigu, un peu compliqué exprimé comme ça, mais on va vous raconter l'histoire et vous allez comprendre.
On va passer un petit peu de temps sur cette jurisprudence parce qu'elle est assez intéressante, surtout pour rappeler un certain nombre de principes. Donc là, on est sur un salarié qui est en accident du travail. Il est arrêté. On est dans une entreprise de travaux, bâtiment, et ce salarié va travailler sur le chantier d'un de ses amis, sur la construction d'une maison individuelle, et selon l'employeur, va utiliser du matériel de l'entreprise, donc il détourne, et donc il exerce une activité concurrente. Alors dit comme ça, oui, c'est une faute grave. Arrive le procès et le juge va constater, enfin le salarié va se défendre en disant bah non, moi je ne retirerai aucune rémunération, c'est un ami, je l'ai aidé bénévolement. Donc l'activité concurrente tombe. Sur le détournement des moyens de l'entreprise, il y avait 2 éléments qui étaient invoqués. C'était l'utilisation des prestataires. Et en fait, il avait simplement passé commande aux prestataires qui étaient couramment employés par l'entreprise, mais les factures avaient été payées par le bénéficiaire des travaux. Donc là, il n'y avait aucun détournement, il avait tout à fait le droit de le faire. Et le seul détournement qu'on aurait pu vraiment caractériser, c'était 2 bennes qu'il avait récupérées dans les déchets, enfin dans les poubelles de l'entreprise. Donc le juge a raison, a dit que ce n'était pas une faute grave. Conséquences. Première conséquence, on était sur un accident de travail. Donc la faute grave tombe, vous vous retrouvez avec un licenciement nul. Et les conséquences d'un licenciement nul sont relativement sévères. On va revenir dessus derrière parce qu'il y a une série de jurisprudences qui sont venues les préciser très récemment. Le deuxième point, et ça, il faut faire attention quand vous êtes avocat, quand vous êtes expert comptable, que vous conseillez vos clients, ou que vous êtes DRH et que vous avez un patron qui vient vous voir en vous disant « ce salarié, c'est inadmissible, il a fait concurrence à notre boîte, il travaille pendant son congé maladie alors qu'il est payé par la sécurité sociale, en plus il détourne les biens de l'entreprise ». Côté employeur, ça énerve. Faute grave, n'oubliez pas que pour la faute grave, la preuve, la charge de la preuve pèse exclusivement, je dis bien exclusivement, sur l'employeur. Donc là, dans notre cas, il a suffi que le salarié dise « moi, j'ai touché aucune rémunération ». L'employeur, pour aller prouver qu'il peut y avoir une rémunération versée, ça va être compliqué. Un autre effet qui découle de cette précipitation, ça va être sur... je sais pas. J'ai complètement perdu le fil. C'est pas grave, je reconnais plus tard. Je parlais des conséquences des conséquences du licenciement nul sur le préjudice. Donc, en gros, grosso modo, quand vous avez une nullité qui est déclarée, le salarié a droit de demander la réintégration dans l'entreprise. Il peut aussi demander à ne pas être réintégré et dans ces cas-là, une indemnisation en conséquence. S'il demande la réintégration, il peut obtenir le paiement. Alors on parle d'indemnité d'éviction, mais grosso modo, ça devrait représenter les salaires qu'il n'a pas perçus entre le moment où il était illégalement. Il a été sorti de l'entreprise de manière non valable et le moment où il est réintégré. On va déduire de cette indemnité d'éviction les éventuels revenus de remplacement qu'il a pu percevoir, notamment les allocations chômage. Ça, c'est le principe. On peut adapter ce principe si, par exemple, le salarié a trop tardé pour saisir le tribunal. Donc, dans ces cas-là, on va considérer que, on ne parle pas d'abus, mais que la saisine aurait dû quand même intervenir plus tôt et l'indemnité d'éviction peut être réduite. Et inversement, dans un certain nombre de cas, et on va les voir derrière, c'est une nouvelle jurisprudence, on ne va pas déduire les revenus de remplacement. Quand vous connaissez les délais de justice aujourd'hui, donc je donne vraiment des bornes très larges, hein, mais qui sont de 2 ans pour une première instance et 4 ans pour un appel, vous imaginez les coûts auxquels peuvent conduire la nullité d'un licenciement.
Et là, on parle d'une nullité sur des cas de violation des règles protectrices du salarié en matière d'accident de travail, maladie. Vous avez l'atteinte au droit de grève, l'atteinte à un droit fondamental, la maternité, bon, j'en ai certainement oublié. Et vous avez également les mandats. Les mandats, il faut faire très attention car le circuit judiciaire de contentieux est beaucoup plus long puisqu'il commence par un recours hiérarchique au niveau de l'inspection du travail, puis du ministère, puis une première phase au tribunal administratif, puis l'appel. Bon, je ne parle même pas s'il y a cassation et qu'on repart dans le circuit au niveau de l'appel. Donc les conséquences peuvent être extrêmement dommageables. Tout ça pour vous dire que la nullité, normalement, c'est pas quelque chose qu'on a dans son périmètre de vue, parce que quand vous avez un salarié protégé, vous savez qu'il est protégé. Normalement, si vous êtes un employeur à peu près bien constitué, vous n'allez pas le licencier sans avoir un motif extrêmement solide, qui est normalement une faute grave. Mais vous voyez que dans un cas comme ça, la faute grave, si elle tombe, vous vous retrouvez avec une nullité. On va peut-être voir avec les autres jurisprudences qui arrivent plus loin. C'est le cas, par exemple, dans le harcèlement moral, donc les dénonciations de faits de harcèlement moral non fondés. Tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est cette jurisprudence? Dans cette jurisprudence, c'est un salarié donc, qui avait dénoncé des faits de harcèlement qui ne le concernaient pas et qui concernaient une autre personne. Et en fait, il s'est avéré après enquête que les faits n'étaient pas avérés. Donc le salarié a été licencié pour en fait, comment on pourrait appeler ça dénoncer. Dénonciation, ça pourrait être une dénonciation abusive de faits de harcèlement. Or, il a été prouvé que par les éléments de fait, que en fait il n'y avait aucune mauvaise foi de la part du salarié au moment où il a déclaré ces faits. Il pensait en toute honnêteté que ça pouvait être constitutif de faits de harcèlement. Et donc, dans ces cas-là, la Cour de cassation considère qu'il y a une nullité de plein droit du licenciement du salarié concerné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation a une lecture extrêmement formelle de la lettre de licenciement. Quand vous avez dans la lettre de licenciement écrit que le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral, et puis vous avez expliqué, parce qu'évidemment, c'est pas pour ça que vous avez licencié votre salarié. Mais si à partir du moment où vous avez cette phrase, ou en tout cas une rédaction qui peut se rattacher à la dénonciation de faits de harcèlement moral, la Cour de cassation peut appliquer cette jurisprudence. Et normalement, elle va le faire. Quand vous êtes dans un cas comme ça, donc, alors je vous donne un exemple vécu, c'était, je peux même donner le contexte très précisément, c'était des psychologues, il y avait un psychologue qui avait abusé sexuellement d'une de ses clientes, donc qui était jeune, une vingtaine d'années d'écart. On était dans un cas pénal qui était quand même extrêmement grave, et on voulait savoir pourquoi l'employeur n'a pas vraiment sanctionné, il a fait une espèce d'avertissement, en gros, parce qu'il a considéré qu'il y avait quand même une relation consentie. Alors je vous dis, à l'heure actuelle, ça ne passerait absolument pas. Mais bref, c'en est resté là. Sauf que les autres psychologues, eux, n'ont pas du tout apprécié à la fois le comportement de ce psychologue et à la fois la décision de l'association. Ils ont pris en grippe l'autre psychologue qui s'est retrouvé complètement mis sur le banc de touche. Personne ne lui parlait, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé des faits de harcèlement moral. C'est l'ambiance est arrivée à un point tel qu'on n'a pas pu faire autrement que de sortir cette personne. Dans la lettre de licenciement, il a bien fallu expliquer pourquoi on sortait, donc on a raconté toute l'histoire en partant du début, mais la Cour de cassation a finalement rattaché le motif à la dénonciation de faits de harcèlement moral et a refusé de valider le licenciement. Quand vous êtes dans un cas comme ça, vous trouvez un autre motif, vous écrivez autre chose, il ne faut pas que le terme soit indiqué dans la lettre de licenciement, c'est trop risqué. Ouais, moi, personnellement, ça me restait là. Dans la même... T'étais venu sur l'indemnisation. Il avait pris une indemnisation minimale, mais on n'attend pas à perdre avec un dossier comme ça.
Pareil, alors là on était sur la violation d'une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, hein, c'est un des termes consacrés, c'était la liberté d'expression. Là, une décision très récente d'octobre 2024 qui est venue préciser que dans ce cas de nullité, on ne devait pas déduire les revenus de remplacement sur l'indemnité d'éviction. Je vais accélérer parce qu'il y a déjà 45. Pareil, alors je vais en 2 mots, retenez le principe. Si vous avez un licenciement qui est pris en violation des règles protectrices contre la maternité, enfin de la maternité ou de la grossesse, bon la maternité quand même, normalement vous êtes au courant. La grossesse, ça peut arriver que le salarié réussisse ensuite à prouver que l'employeur était au courant de la grossesse au moment où il était licencié, même si c'était plus le cas. Dans ces cas-là, on est sur la nullité. On a l'indemnité minimale de 6 mois de salaire va s'ajouter au paiement de la rémunération qu'aurait dû percevoir la salariée pendant la période couverte par la nullité. Donc entre le moment où elle a été sortie de l'entreprise jusqu'à la fin du congé maternité et même les 10 semaines qui suivent, il n'y a pas de raison de les enlever. Je vais peut-être un peu accélérer quand même. Oui, sur la nullité, c'est bon, on a fait le tour. Il y a eu un bon micmac dans le cadre du travail sur les articles à ce niveau-là. Si vous allez les chercher, vous n'allez rien comprendre. On a mis beaucoup de temps à comprendre ce qui s'était passé. C'est une question de mise à jour. S'il y en a qui se posent des questions, n'hésitez pas. On a fait la recherche. On vous les donnera avec plaisir. Est-ce qu'un employeur peut justifier le licenciement d'un salarié par des SMS ? Oui, alors c'est des SMS, pas avec son téléphone personnel, mais avec le téléphone professionnel. Alors, oui, c'est possible parce que les SMS échangés avec le téléphone professionnel sont présumés être professionnels. Et mais attention, il faut que ces SMS aient un lien avec l'activité professionnelle du salarié et ne revêtent pas de caractère privé. Même si c'est des faits très graves et pénalement répréhensibles. Exactement. On verra un contre-exemple après. Attends, devant celui-là. En fait, ici, on a considéré qu'il y avait un lien avec l'activité professionnelle parce qu'il s'agissait de SMS envoyés par un salarié de l'entreprise à un ancien salarié en lui indiquant tu fais bien d'attaquer au prud'homme l'employeur, et un d'autres SMS où il est adressé à d'autres salariés de l'entreprise où il critiquait le système d'enregistrement de l'activité commerciale sur un nouveau logiciel. Donc, vous voyez, là, l'activité professionnelle était vraiment caractérisée. Donc là, on est sur des principes de vie personnelle aussi. Voilà. Alors, en fait, il y a une distinction qui est un petit peu ténue à faire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut licencier, quand est-ce qu'on peut licencier un salarié sur la base d'éléments de sa vie personnelle. En fait, il faut distinguer 2 choses. Est-ce que ça relève de son intimité, de l'intimité de sa vie privée, comme la correspondance privée, ou de sa vie personnelle. Donc là, on va sur la slide suivante. Normalement, il y a un exemple. Alors ici, il s'agissait d'un salarié qui envoyait des blagues à connotation sexuelle avec des. Pas ça, hein. Avec. On le dit parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers. Hein. Oui, avec donc à connotation sexuelle, des blagues entre salariés qui sont transmis par email professionnel, et la personne a été licenciée pour faute grave. Et on a considéré que ces échanges avaient un caractère privé et qu'on touchait ici à l'intimité de la vie personnelle du salarié parce qu'il n'y avait aucun lien avec son activité professionnelle. Et la sanction, c'est la nullité du licenciement. Comme quoi, elle arrive au moment où on s'y attend pas. Attends, on va peut-être un peu accélérer quand même.
toujours sur des cas de harcèlement Ah oui, alors le dominant. harcèlement, en fait, c'est ce qui est Mm. intéressant dans cette jurisprudence. Alors, c'est un arrêt de cour d'appel, mais il a été, en fait, c'est une salariée qui a été licenciée pour insuffisance professionnelle et elle s'est plaint au moment du contentieux du harcèlement indirect dont elle a fait l'objet. En fait, c'était une équipe avec plusieurs équipes commerciales. Elle avait un binôme qui était une femme. Elles ont gagné en fait. On va dire un challenge commercial et l'équipe masculine, enfin les équipes masculines les ont appelées l'équipe Tampax et aussi ils ont échangé entre eux beaucoup de blagues sexistes et en fait, les juges de cour d'appel ont considéré qu'il y avait un harcèlement d'ambiance en raison d'agissements sexistes des équipes masculines et que même si la salariée n'était pas directement visée par les agissements sexistes, par les blagues, en fait c'était des blagues sexistes dans un open space contre, pas contre les femmes, mais Ouais, avec un peu des, quand même. un petit peu, oui. Oui, mais Bah, j'essaye de pas prendre parti. oui, non, mais, enfin, non, c'était pas les salariés qui étaient Oui, visés nommément, nommément. mais enfin, c'était leur sexe qui était visé Voilà. de manière ouverte. Voilà, puisqu'en fait, c'était des échanges Mm, de femmes, mm, de photos de femmes mm, dénudées dans des positions mm. suggestives. Donc, en fait, on considère qu'ici, en raison de l'ambiance, il y avait un harcèlement dirigé envers toutes les femmes de la société et donc envers cette femme. Et là encore, nullité. Nullité. Est-ce que je peux justifier un licenciement avec des attestations anonymes? Alors, en principe, non. Une attestation, elle doit revêtir la forme qui est précisée par l'article 201, 202, 203 du Code de procédure civile. Et une de ces exigences, évidemment, c'est d'avoir le nom, le prénom et la carte d'identité de la personne. Sachez que 11 décembre 2024, c'est relativement récent, la Cour de cassation a validé le droit d'alerte d'un CSE sur un risque grave qui était fondé sur des témoignages anonymisés pour protéger les auteurs d'éventuelles représailles. Donc là, on vise évidemment contre l'employeur, dès lors qu'ils sont étayés par d'autres pièces. On est toujours dans les phases de harcèlement, hein. Quand vous avez des personnes qui sont harcelées, que ce soit sexuelles ou morales, vous avez souvent le problème de la preuve, c'est que les personnes ont peur et elles ne veulent pas attester visage découvert. Cette jurisprudence, elle vous donne peut-être un moyen relativement simple de vous en sortir. Donc nous, on va l'utiliser, on dira ce que ça donne, mais c'est d'impliquer le CSE dans le process, de leur demander d'émettre un droit d'alerte sur un risque grave, et à cette occasion, vous pouvez sortir vos témoignages. Il faut les compléter, évidemment, par des pièces, mais c'est vite fait en fait, hein. Il suffit d'un procès-verbal du CSE, qui a par exemple entendu les personnes, sans pour autant indiquer leur nom. Ça peut être l'attestation du DRH, hein, qui est parfaitement recevable, même si on va dire que le DRH prêche pour sa paroisse, c'est recevable. Et ça permet en fait au juge d'appuyer une décision sur l'ensemble des pièces. Donc à ne pas oublier, je pense que cette jurisprudence a un impact pratique assez important. La responsabilité Celle-là, je pécuniaire l'aime du bien. salarié, s'il te plaît. Alors normalement, si vous êtes employeur, vous comprenez un peu les choses, mais quand vous avez un salarié qui fait une énorme bêtise qui vous coûte très cher, sauf faute lourde, c'est pour la pomme de l'entreprise. La faute lourde, il faut caractériser une intention de nuire. Clairement, ça n'arrive quasiment jamais. Les seuls cas d'intention de nuire, on va les avoir surtout sur du détournement de clientèle, par exemple. Là, on est sur un cas de conduite d'un véhicule. Le conducteur, donc salarié de l'entreprise, avait, je crois qu'il avait fumé, hein, il n'était pas en état d'ébriété, donc il avait consommé du cannabis. Il a eu un accident, il a plié la voiture et il a été contrôlé par la police qui a fait un procès-verbal et il est passé devant le tribunal pénal. Donc rien à voir avec l'employeur. Il a été condamné. L'employeur qui s'était porté civil a demandé une indemnisation sur le préjudice qui était causé par la destruction du véhicule, et ça a été accepté. Donc aujourd'hui,
Avant, il n'y avait que la faute lourde. Aujourd'hui, vous avez 2 éléments qui vous permettent de récupérer une indemnisation, la faute lourde et la condamnation pénale du salarié. Oui, alors, c'était juste une décision comme ça en passant. C'est pour la mise à la retraite. Sachez que si vous engagez quelqu'un âgé de 70 ans, même si l'âge légal Ça arrive pas de... tous les jours. Oui, non, ça arrive pas tous les jours, mais bon, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez pas le mettre, vous pouvez pas vous prévaloir des dispositions relatives à la mise à la retraite. Voilà, ça a le mérite d'exister. Euh, Ah oui, ouais, ah alors, oui. ça arrive pas tous les jours non plus, mais si ça vous arrive, Oui, en fait, la sanction est un peu lourde quand même pour l'employeur si on omet de mentionner l'avantage en nature logement du salarié dans son bulletin de paie, c'est caractérisé de travail dissimulé. Donc faites très attention. alors ça c'était ton sujet. Oui. En fait, souvent, on nous pose la question, oui, je verse une prime qui est pas contractuelle depuis très longtemps. Est-ce qu'elle est contractualisée parce que en raison de la durée avec laquelle je la verse? Alors, en général, on disait non, mais là, on a une jurisprudence qui vient nous dire, voilà, c'était assez long, hein, cette prime, elle était versée depuis 20 ans, sans critères de versement, etc. Et c'était une prime qui était versée par erreur. Et l'erreur n'a pas été retenue, et on a considéré que cette prime faisait bien partie de la rémunération contractuelle du salarié. Donc, il faudrait quand même d'autres arrêts de la Cour de cassation sur cette question, mais faites quand même attention. Il est important de définir des conditions de versement d'une prime. Ne versez pas chaque année une prime exceptionnelle à la même date, du même montant, parce qu'au bout d'un moment, nécessairement, les juridictions auront tendance à considérer que ça fait partie de la rémunération du salarié. Donc, il est toujours important de fixer des critères objectif, de justifier que les critères sont applicables ou non dans l'année et faire varier éventuellement le montant. Je vais juste reprendre les 2 questions là, qui viennent de Oui. passer. Donc Céline qui nous dit que si alors là on repart en arrière hein, sur la lettre de convocation, si on a dit dans le contrat que le salarié doit informer en cas de changement de domicile, que le courrier recommandé est envoyé à la dernière adresse connue par l'employeur et que le courrier revient avec la mention n'indique pas l'adresse indiquée. Euh, L'employeur peut justifier avoir valablement convoqué le salarié. En fait, oui, c'était vrai avant cette décision de la Cour de cassation qui nous dit qu'à partir du moment où le salarié n'a pas été touché, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la convocation. Alors, je ne sais pas s'il y aura des précisions derrière, mais en tout cas, si vous êtes dans ce genre de situation aujourd'hui, faites attention. Et le mieux, c'est quand même de reporter l'entretien préalable et de s'assurer d'essayer de toucher le salarié par un autre moyen. Et l'autre moyen étant le mail, hein, le SMS, le WhatsApp, enfin les outils de communication que vous avez habituellement. Et le deuxième point, c'est pour le travail dissimulé, c'est que dans le cas où l'employeur aurait intentionnellement non mentionné l'avantage en nature, je suppose, bah oui, en principe, nous aussi, on aurait supposé, mais cet arrêt de la Cour de cassation a vraiment caractérisé cette intention, en quelque sorte, du seul fait que c'était pas présent. Oui. Après, C'est très sévère. Hein. c'est sévère, mais bon, on comprend. Enfin, je n'ai pas regardé dans le détail de quel bien immobilier on peut prendre, mais enfin, on parlait, mais si vous avez un salarié que vous logez, vous savez que c'est un avantage en nature quand même. Logiquement, enfin, sauf une erreur de paye. Mais bon, voilà, à connaître. Est-ce que le dispositif légal de rattrapage salarial s'applique au cours du congé maternité? Non. Ça s'applique au retour de la salariée. Elle ne peut pas revendiquer un rattrapage salarial sur la durée de son congé maternité. Donc, ça Ce qui est normal, le contrat est suspendu. Mm. Si un salarié m'informe de son placement d'invalidité de deuxième catégorie à la fin de son arrêt de travail longue durée, que dois-je faire? On doit organiser une visite médicale de reprise
parce que c'est pas parce que votre salarié est en invalidité deuxième catégorie qu'il ne peut pas travailler ou qu'il ne voudrait pas reprendre. Donc, on est obligé d'organiser une visite médicale de reprise qui décidera si il est inapte ou apte à reprendre son poste. Bon, on passe un peu du coq à l'âne, hein, mais Oui. est-ce que le salarié doit prouver le préjudice qu'il a subi lorsque son employeur lui a demandé de travailler pendant un arrêt de travail? Eh bien, non. Le seul constat que l'employeur a fait travailler, donc il faut qu'il y ait un véritable travail, que l'on va revenir là-dessus, pendant l'arrêt pour que ça crée une infraction. Ouais, pardon, Infraction, oui, pardon, on se s'entend. oui, alors ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de convoquer, enfin de convoquer, que vous n'avez pas le droit de contacter votre salarié. Ça, c'est une peur pour les employeurs et qui se disent attendez, est-ce que je peux lui demander les clés du véhicule qui est immobilisé sur le parking de l'entreprise depuis qu'il est parti, ou un dossier hyper important dont vous avez besoin pour le faire avancer. Vous avez le droit de contacter votre salarié, vous avez le droit de lui demander des informations qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas un travail. Il ne faut pas, par contre, que cette demande se traduise par un travail. Donc, voilà, pas de problème pour contacter. N'harcelez pas non plus. Mais c'est vrai que c'est la tarte à la crème. Hein. Dans les contentieux, on voit souvent des emails des salariés qui répondent juste à une demande. Donc, en fait, il y a quand même tout un travail à faire pour démontrer qu'il s'agissait d'une simple information. Ouais, c'est pas retenu comme ça à la légère par les juges. Ah oui, non, mais présomption de démission. Oui, non, mais non, alors, vous savez qu'il y a eu une réforme sur la présomption de démission. Il y a eu différents recours devant le Conseil d'État parce qu'ils considéraient que c'était irrégulier, etc. Donc, le Conseil d'État a dit que c'était tout à fait valable comme procédure. On peut la mettre en place en toute tranquillité, mais il faut veiller aux informations qu'on donne aux salariés et qu'ils sachent bien, qu'ils connaissent bien les conséquences d'une non-réponse ou d'une réponse non valable. Sachant que normalement, c'était dans le modèle qui était proposé par tous les prestataires. Donc, enfin, c'est un débat purement juridique entre juristes. Je pense qu'il n'y a que le Conseil d'État qui s'est amusé et le gouvernement qui s'est pas amusé. Voilà. Oui, alors sachant que le question-réponse, il était interrogé sur le question-réponse, le Conseil d'État a considéré que, compte tenu du fait que le question-réponse était supprimé, il n'y avait pas lieu de statuer dessus. Donc, on considérait bien tout ce qui n'existe pas. Et dans ce question-réponse, notamment, il était indiqué qu'on n'avait plus le choix entre la présomption de démission et le licenciement pour abandon de poste, qu'on devait appliquer la présomption de démission. Non, vous avez toujours le choix en cas d'abandon de poste, soit vous vous engagez une procédure de présomption de démission, soit un licenciement pour abandon de poste. Ouais, c'est toujours le même. Ah oui. Important quand même. Est-ce que le CSP, dans le cadre des licenciements pour motif économique, est maintenu? Oui. Voilà. Jusqu'à la fin de l'année.